Les échecs à l'écran. Quand on y pense vraiment, c'est assez fou qu'on ait eu le droit, pas seulement dans le cinéma français, mais dans les salles du monde entier, et même à la télévision, à autant d'œuvres laissant à ce jeu une certaine place. À première vue, ça semblerait être une très mauvaise idée pour un cinéma grand public, car après tout, à voir à l'écran, une partie d'échecs, c'est totalement anti-spectaculaire. Et donc on pourrait se dire que c'est bien casse-gueule de plaire à d'autres personnes que les fans de ce jeu. Récemment, une série comme Le Jeu de la Dame a pu convaincre les derniers sceptiques, mais le fait est que le nom de mon émission n'est pas juste là pour faire joli, on va parler du jeu d'échecs dans le cinéma français aujourd'hui. L'histoire du jeu d'échecs remonte aux alentours du 5e siècle. Bien que son pays de naissance reste un débat, il semble avoir été créé aux Indes. Jeu d'abord réservé à une caste intellectuelle, étant donné sa certaine complexité. Les règles communément admises aujourd'hui remontent au milieu du XVIIe siècle. Nous allons ici les exposer en 164 points très brefs et... Bon, oui, j'avais depuis un moment l'envie de vous faire cet épisode, car j'aime beaucoup les échecs, bien que je reste un joueur assez médiocre malgré plus de 25 ans de pratique. Évidemment, des allusions aux échecs ou des courts-métrages sur ce jeu existent pratiquement depuis les débuts du cinéma français, mais on peut remonter à 1927 pour retrouver ce qui constitue leur véritable début cinématographique avec Le Joueur d'échecs de Raymond Bernard. Alors, pour commencer, non, ça n'a rien à voir avec l'excellente nouvelle de Stefan Zweig, qui reste un de mes livres favoris. Mais avant même de le voir, j'ai su très vite que ce film n'en était pas une adaptation, puisque... le livre est sorti après. Oui, je sais, ma capacité de déduction n'a pas fini de vous étonner. Non, ce film parle d'un certain baron de Kempelen qui cache un ami polonais luttant contre la Russie dans le corps d'un automate qu'il a fabriqué, le Turc mécanique. Le film est plus intéressant pour ses références historiques, ses costumes et son extravagance que pour les aficionados du jeu, d'autant qu'il est un peu long, contrairement à la version de Jean Dréville, en 1938, qui va droit au but et se révèle plus efficace en termes de pur divertissement. Dans les deux cas, on y retrouve une adaptation très libre d'une véritable passionnante histoire du XVIIIe siècle, où en 1870, Johann Wolfgang von Kempelen a fait croire qu'il avait créé une machine capable de jouer contre un adversaire humain. 2 siècles avant que les ordinateurs puissent le faire, quoi. Une machine à l'apparence d'un mannequin revêtu d'une cape et d'un turban, assis derrière un meuble avec des portes qui laissaient voir une mécanique et des engrenages internes, mais en réalité, avec un fond qui permettait à un joueur humain de se cacher dans un compartiment secret et jouer à la place de la machine. La supercherie ne sera révélée que des années après la mort du baron. Le Turc mécanique a été présenté à la cour d'Autriche, et animé par divers joueurs, il a remporté des parties d'échecs durant des décennies contre des adversaires illustres comme Napoléon Bonaparte, Benjamin Franklin et Catherine II. Les films se focalisant surtout sur celle-ci comme adversaire. Malgré leur apparent manque de rigueur historique, on peut l'excuser car cette histoire a été l'objet de quelques légendes urbaines, sans doute encore plus difficiles à vérifier à l'époque, et il y avait déjà eu plusieurs récits et une adaptation théâtrale, tous plus ou moins éloignés de la vérité et de manière plus ou moins assumée. Donc en gros, chacun a fait à sa sauce. En revanche, les films ont déjà une composante qu'on retrouvera dans de nombreuses fictions, où malgré les apparences, les échecs n'occupent qu'une place secondaire à l'écran. Dans la version de 1938, Jean Dréville semble même s'amuser à frustrer l'amateur d'échecs. Déjà, il faut attendre une demi-heure pour qu'une partie se joue, et comment commence-t-on ? Échec et mat. Voilà, vous avez tout raté, merci. Bon, les personnages commencent une revanche, donc ça va, mais regardez ce sadisme. La cruche qui nous cache le jeu. Pas un plan ne nous permettra d'admirer la partie dans toute sa splendeur. Trop éloigné, ou cadré de manière à ce qu'un personnage ou un objet nous la cache. Par contre, qu'est-ce qu'on voit bien ? Oui, vous savez, si vous avez du mal à atteindre une durée de 1h20, monsieur Dréville, vous avez d'autres solutions. Hein. Vous pouvez pas nous montrer la partie, vraiment ? Ouais, bon, si les amateurs d'échecs vous emmerdent à ce point, dites-le tout de suite, hein. Le fait est qu'on ne verra jamais vraiment bien une partie. Mais il est vrai que tout l'univers de ce jeu, à première vue, se limite à un espace extrêmement restreint. Ce n'est guère qu'un carré d'environ 30 cm de côté, un jeu très statique, un univers étriqué, pour un jeu dont la patience est le maître mot. Résultat, les fictions sont souvent vernies d'une couche de symbolisme, la vraie bataille se situe à un autre niveau. Ce n'est pas étonnant que la nouvelle vague s'en soit emparée avec une vision très allégorique. En 1956, le moyen-métrage de Jacques Rivette, produit par Claude Chabrol, Le Coup du berger, une petite fable pleine d'ironie, nous montre un jeu dès son plan d'ouverture et l'évoque dès son texte d'introduction, mais c'est plus un petit conte sympathique où les personnages jouent un jeu de stratégie grandeur nature pour assouvir leurs désirs. Comme pour nous dire que la vie est analogue à une partie d'échecs. Le triomphe de l'esprit, une bataille avec toutes ses options et variantes possibles. C'est d'autant plus pertinent cette comparaison que le nombre de parties d'échecs possibles atteint un nombre totalement délirant. De là à faire un jeu d'échecs grandeur nature, comme dans Les Créatures d'Agnès Varda en 1966, il n'y a qu'un pas. Revenez, imbécile, protégez-moi!
Les pions en hologramme, c'est plus de 10 ans avant le jeu similaire dans Star Wars, et... Bon, le film est moins accessible et ce n'est pas forcément le meilleur de Varda, de son propre aveu, mais on notera quand même qu'elle a fait une incursion dans la science-fiction. Bon, je passerai sur quelques films étrangers avec des comédiens français ou qui sont des coproductions, pour venir à l'évidence, dans une structure classique en 3 actes pour un long métrage, un schéma d'intrigue qui semble tout trouver, c'est l'apprentissage d'un jeune maître des échecs. Un personnage qui gravit les échelons, que l'on voit progresser vers le sommet, ça a effectivement un vrai potentiel narratif. Et depuis les années 90, on a eu 4 films français embrassant ce sujet. Comme La partie d'échecs, on suit Max, un enfant abandonné qui est recueilli par Pierre Richard, dont c'était une des premières incursions hors comédie à l'époque, qui joue un pasteur. L'enfant est dépressif, et pour lui redonner goût à la vie, il lui apprend à jouer aux échecs. Il se trouve que le petit a un vrai don, et devient un adulte accompli dans la discipline, jusqu'à se retrouver face au champion du monde. Pour être franc, à mon goût, c'est un drame un peu trop maniéré, avec quelques longueurs et une fin assez surprenante. En l'état, mon niveau de « je vous le conseille » serait assez bas. Mais dans ce film, comme dans les 3 que je m'apprête à citer, tous les personnages sont aidés par un mentor. C'est une évidence qu'apprendre totalement seul et un point de vue purement théorique peut faire avoir quelques lacunes, et que quelqu'un connaissant quelques ficelles peut aider, mais justement, je me dis qu'une fiction où le personnage est totalement autodidacte, ce serait quelque chose à creuser, je m'étonne que ça a été peu fait. De même, le garçon a un don pour les échecs, et ce sera aussi le cas pour les prochains films que je vais citer. Effectivement, presque toutes les fictions semblent nous dire qu'une certaine prédisposition, un don qui ne s'explique pas, est nécessaire pour grimper vraiment haut. Échec et mat. Échec et mat. Échec et mat. C'est vrai que les joueurs atteignant un certain stade sont fréquemment dépeints comme des génies, souvent avec une mémoire assez prodigieuse, et même une mémoire photographique. Parvenir à faire des parties en aveugle, je vous avoue que ça me dépasse, je ne comprends pas comment c'est possible. D'ailleurs, dans le livre Le joueur d'échecs, oui, je reviens dessus, mais c'est trop bien, lisez-le. C'est d'ailleurs une chose qu'on reproche au champion du monde, Sentovic, voire dont on se moque. Il est spécifié que tout champion qu'il soit, il ne sait pas jouer une partie en aveugle. Un don qu'Hélène va acquérir dans Joueuse, sorti en 2009. Dans un petit village de Corse, Hélène donc, une femme de chambre discrète jouée par Sandrine Bonner, découvre un couple d'Américains très séduisants qui jouent aux échecs sur une terrasse et se prend de passion pour ce jeu, au point de ne penser qu'à ça nuit et jour. Pour apprendre puis progresser, elle est aidée par un personnage joué par Kevin Kline et se montre bien vite très douée en la matière. Mais son entourage ne comprend pas sa passion dévorante, son mari notamment qui ne sait pas comment réagir. C'est une des singularités du film comparé aux autres, où la question ne se pose pas. Ici, elle a passé 40 ans sans toucher un échiquier, elle a une vie établie en dehors. Elle-même doit trouver un équilibre et balance entre sacrifier une partie de sa vie au jeu ou revenir dans sa petite routine, comme une partie qu'elle jouerait contre elle-même. Elle a un rapport assez spécial aux échecs, ça devient même une manière d'échapper à son isolement un peu passif. Elle toujours s'y effacer, plutôt d'un caractère taiseux. Ça lui ouvre une nouvelle porte et le sentiment de faire partie de la société, de rencontrer d'autres gens. Ça n'est peut-être pas le meilleur film dont je parle aujourd'hui, mais il aborde des thématiques intéressantes. Je pourrais aussi évoquer le film Le Tournoi, sorti en 2015. Lors d'un tournoi international d'échecs, on suit la confrontation entre un champion jeune adulte et son challenger enfant, et pourtant déjà redoutable. Redoutable et déjà conscient de son niveau. I'm better than you, I'm better than you, I'm better than No, you. you're not. Ça, moi je vous le dis, une bonne tarte dans la gueule, hein. La mise en scène est solide, vraiment, la photo est soignée, la musique est cool. Dans les films, quand un personnage joue aux échecs, c'est souvent un cliché pour signaler un personnage plein d'esprit, élégant, sobre, les qualités qu'on associe à ce jeu, voire manipulateur et rusé quand il s'agit d'un antagoniste. Après, il s'agit de le faire plus ou moins subtilement pour ne pas tomber dans le stéréotype à 3 francs. Mais ici, c'est rafraîchissant de voir une galerie de joueurs franchement turbulents. Le film a été accueilli plutôt tièdement apparemment. On reproche leur jeu aux comédiens et le fait que Cal, le personnage principal, ne soit pas très sympathique, arrogant, peu mature, à passer son temps à saouler, à baiser, à faire des paris idiots ou des jeux idiots. Mais déjà, le film est en fait un vrai huis clos, se passant quasiment exclusivement dans l'hôtel où se déroule la compétition, des jeunes qui s'emmerdent et ont pas mal de temps libre dans un espace clos, d'autant qu'ils ont l'habitude de rester cloîtrés comme ça, c'est un peu normal qu'ils aient besoin de se défouler. Ce n'est pas forcément bien, mais c'est compréhensible. Ensuite, le propos du film est là, dans un personnage qui se livre assez peu, renfermé, comme déréglé psychologiquement, comme le dit sa petite amie. Putain, mais comment tu peux être aussi fin sur un échiquier, aussi con dans la vie? Non mais je rêve. Refouler ses émotions pour ne viser que la victoire est le propre de beaucoup de joueurs. Franchement, au niveau ce personnage est gonflant, mes limites sont atteintes bien plus vite avec cette tête à claque de Mathieu, l'ami de Cal. Bon, en même temps, il est joué par Thomas Oliver, et Thomas Oliver, il est sans doute très sympa, j'ai rien contre lui, mais il semble abonné au rôle de tête à claque. Et de toute façon, j'estime que les rapports humains dans ce film ne sont pas si mal brossés. Le personnage principal est peut-être renfermé, mais il y a de bons dialogues. En attendant, le film, vous pouvez le trouver sur Netflix si vous voulez voir ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt bon. Encore plus récemment, en 2019, on a Fahim, dont l'affiche est moche. Ils auraient pas dû me confier le Photoshop, on aurait dû les prévenir que je suis nul visuellement.
Réalisé par Pierre-François Martin Laval, c'est l'histoire d'un jeune garçon bangladais qui a un don pour les échecs. Il arrive en France avec son père, mais il se retrouve SDF et surtout sans papier. Il est pris en charge par Sylvain, joué par notre GG national. Enfin national, peut-on encore dire ça depuis 2012, je ne sais pas. En tout cas, Sylvain l'aide à se perfectionner dans ce jeu. Le film est tiré d'une histoire vraie, d'un enfant qui a dû quitter son pays natal de manière abrupte pour débarquer en France, et moins de 4 ans plus tard, est devenu champion de France des moins de 12 ans, au point que sa possible expulsion est devenue une affaire politique. Si j'étais pas champion de France, on se serait peut-être toujours pas intéressé à mon cas. Dans le film, il est soutenu par d'autres personnes, notamment une bande d'enfants attachants de son club. Bien sûr, le film prend quelques libertés avec l'histoire réelle, pas gratuitement généralement, certaines étaient pour des raisons pratiques, comme le fait que l'histoire se déroule sur une plus courte période qu'en réalité, rapport au vieillissement du jeune acteur jouant Fahim. Après, on n'échappe pas à quelques clichés, comme un autre enfant antagoniste et également un peu tête à claque. Eh attends, tu serais pas de la famille d'un certain... non? Et un début de romance entre Sylvain et sa collègue Mathilde dont on se fout un peu. Elle est surtout là en tant que contrepoint de Sylvain dans le récit, et pour alerter les pouvoirs publics sur la question de la présence de Fahim en France. Et sinon, rapport à la partie d'échec finale du film, ça a fait émerger une question déjà un peu latente dans mon esprit quand je préparais cette vidéo, à savoir, comment rendre ce jeu cinématographique ? Effectivement, c'est une solution, mais pour un film réaliste, ça risque de poser problème. Non, dans ces films, on joue plus sur les éléments extérieurs au plateau. La réaction de l'assistance, les petites tics des joueurs et tactiques pour déstabiliser son adversaire, et le jeu de regard des personnages, où ce sera au spectateur de deviner ce que cache cette expression. C'est-il du bluff ou c'est-il pas du bluff? Ah, il est en difficulté, est-ce qu'il va y avoir un twist? Il faut quand même reconnaître que trouver la bonne distance n'est pas simple, et de plus il y a toujours cette question, doit-on le mettre en scène de manière à ce que ce soit passionnant pour les non-initiés, ou est-ce qu'on présuppose que le spectateur venant en salle saura à quoi s'attendre? Quel idiot, il vient au cinéma voir un film sur les échecs alors qu'il ne sait pas jouer. Certains prennent l'exemple sur la partie d'échecs du film américain L'affaire Thomas Crown, mais si on étudie la pure mise en scène, la séquence est très découpée, des cadrages très différents se succèdent, des plongées, des dézooms, mais à chercher à rendre le jeu spectaculaire, on risque finalement de rendre le spectateur plus détaché de la partie. Si c'est l'intention, comme pour Thomas Crown, car en filigrane, c'est surtout une partie de séduction entre deux personnages, très bien. Mais dans le cas contraire, on peut voir ça comme une impasse, une perte de subtilité et une distraction de la partie en elle-même. Ce qui pourrait déplaire au spectateur en général déjà, mais plus encore aux gens voulant vraiment suivre la partie. Et pour ça, il y a le big boss de cette catégorie, ce que j'estime être le meilleur des films français consacrés aux échecs, La Diagonale du Fou, réalisé par Richard Dembo en 1984, dont c'est le premier film. Et là c'est clair, fini l'histoire du jeune espoir qui monte, ici, bataille d'adversaires déjà confirmée. On a l'affrontement pour un championnat du monde entre un vieux champion déclinant, notamment à cause de sa santé précaire, et son adversaire certes plus jeune, mais déjà rodé. J'en profite pour souligner que ce film insiste aussi sur le défi physique plus présent qu'on ne pourrait le croire dans ce jeu. Ouais, bon, ça va, ils sont assis, ils n'ont pas besoin de faire des mouvements bien méchants. Et c'est pas aussi simple que ça. Les championnats peuvent se jouer sur beaucoup de parties. On a vu des joueurs finir vidés psychologiquement, ce qui a eu un impact sur le physique. Les championnats se jouant en dizaines de parties sont monnaie courante. Mais principal sujet du film, le plateau d'échecs représente la guerre froide. Michel Piccoli joue le champion, soutenu par le KGB et le régime soviétique, et Alexandre Arbat joue l'opposant au régime, assez mégalo. Référence au véritable championnat du monde d'échecs entre Karpov et Korchnoi en 1978. Championnat qui avait une ambiance assez tendue et émaillé de plusieurs incidents bizarres. Après, les personnages n'ont pas véritablement les noms des joueurs dans le film, ce n'est pas censé être stricto sensu le récit de la réalité. Mais leur partie d'échecs est donc une bataille d'idéologie, une métaphore de la guerre. Comme le dira le réalisateur, une mise à mort à tous les échanges. Le challenger représente le désir de changement des soviétiques, quand le champion déclinant reflète son régime politique également déclinant. Ce qui ne veut pas dire que le film y aille avec des gros sabots, hein. Il y a une certaine subtilité, il est porté par une intrigue forte, et les personnages secondaires sont également très intéressants. Comme dans le véritable championnat, c'est une bataille d'idéologie, donc comme je le disais, jusque dans le style de jeu des personnages, plus technique pour le maître, plus à l'instinct pour le challenger. Le rythme du film est posé, pour ne pas dire lent, et il y a peu de dialogue. La manière de filmer de Dembo est en adéquation avec ça. Les plans sont très maîtrisés, très lisibles, symétriques, il n'y a rien qui dépasse. Et pourtant, si vous aimez le jeu, c'est un incontournable. Au niveau des parties en elles-mêmes, pas besoin de montage frénétique, pas besoin de musique très présente. En un mot, pas besoin d'artifice. Dans sa manière de filmer, Richard Dembo est proche d'un documentaire. On peut vraiment suivre, j'allais dire toute une partie, mais non, faut pas exagérer. À de rares exceptions près, toute une partie de championnat, ce serait un peu long. Mais on peut suivre les moments clés. Une de leurs parties, que ceux qui ont vu le film se rappelleront sans doute, m'a donné une vraie leçon d'humilité, ayant eu l'impression qu'un personnage livrait des pièces pour rien. Et si vous vous demandez maintenant pourquoi je montre des images d'une partie d'échecs un chouïa différente, c'est parce que pour ceux qui n'ont pas vu, je ne veux pas vous spoiler la partie finale. Cette ultime partie, très forte émotionnellement, mais aussi et surtout très forte symboliquement,
encore très bien appuyé par la réalisation, c'est un moment inoubliable. Le film épouse très bien son époque quand on sait que la perestroïka a débuté quelques mois après sa sortie. Il a été un échec commercial, mais a plu à ceux qui l'ont vu. Il a reçu un déluge de prix, y compris l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. And the winner is Switzerland for Dangerous Move. Si vous ne devez voir qu'un film dans ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, voyez celui-ci. En attendant, je confirme ce que j'avais commencé à dire il y a peu, si cette plongée dans le monde des échecs montre quelque chose, c'est que les parties deviennent très souvent accessoires dans ces films. On suit des personnages avec leurs qualités et leurs défauts, la dramaturgie vient de leurs enjeux. Ça fait sourire pas mal de monde quand on qualifie les échecs de sport, notamment car dans l'esprit de beaucoup, le sport suppose beaucoup plus de physique. Dans les films avec un événement considéré comme clairement sportif pour tous, le spectacle de la rencontre en elle-même peut faire oublier par instant le côté « je soutiens plus tel ou tel personnage ». C'est nettement plus compliqué aux échecs, surtout vu sa complexité pour le spectateur par rapport à beaucoup de sports. Quand là, une équipe marque, on regarde le score, voilà, merci, on sait qui est en train de gagner. Or, avec ce jeu, même très bien filmé, pas sûr que tous les spectateurs suivent. Pourtant, beaucoup de fictions s'en sont tirées avec brio, avec des biopics, du drame historique à la naissance d'un prodige, en passant par la rencontre entre deux maîtres. Quand ces fictions évitent certains écueils, ça nous donne souvent, sinon des films mémorables, au moins quelques scènes mémorables. Et le cinéma français étant un de ceux qui a livré le plus de films sur ce sport, en fait, vous avez donc l'embarras du choix.